Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Dans un instant, les titres. 10e journée de la conférence des États sur le réchauffement climatique à Marrakech. 158 pays du monde tentent de faire face aux enjeux du changement climatique. La ministre guinéenne de l'Agriculture a abordé à cette rencontre les méfaits de la dégradation de l'environnement sur le secteur agricole en Guinée. La Guinée pourrait faire recours à l'équipe nationale locale pour les prochaines rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Les cadres du football national et ceux du ministère des Sports se penchent présentement sur cette question. Aucune décision n'est pour le moment maintenue. Emmanuel Macron en marche vers l'Elysée. 3 mois après son départ du gouvernement, l'ancien ministre de François Hollande est officiellement candidat à la présidentielle de 2017. Règne d'un faux suspense qui rebat les cartes à gauche et à droite. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Poursuite ce mardi à Conakry des travaux de l'atelier de formation sur la cybersécurité et le cyberdroit. Cette deuxième session, toujours initiée à l'intention des magistrats et forces de sécurité, vise à approfondir davantage les notions sur les risques numériques. Aminata Touré nous en dit plus. Après s'être approprié des notions sur les enjeux et défis liés aux risques numériques et au cyberespace guinéen, ces magistrats et forces de sécurité au nombre d'une quarantaine entament la seconde phase de la formation. Pour cette fois-ci, ils auront à se pencher sur les outils d'analyse, de diagnostic, mais aussi de l'opérationnalisation de la sécurité d'implantation électronique, ainsi que celle de la protection des données à caractère personnel. Au cours de la présente session, le formateur que vous avez bien eu l'occasion de rencontrer, qui une fois est une sommité en matière de cyberdroit et de cybersécurité, va mettre l'accent en fait sur les outils, les mécanismes et les mesures qui vont permettre aux différents acteurs de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité. Des concepts qui, une fois mis sur pied, permettront d'aboutir à l'établissement d'une brigade de cybersécurité en Guinée. L'objectif ultime est de pouvoir mettre en place une brigade de cybercriminalité en République de Guinée, par ricochet d'avoir des cybermagistrats, mais également d'avoir des policiers et des gendarmes routiers en matière de cybersécurité. Cet atelier initié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques en collaboration avec le ministère des Postes, Télécommunications et Économie numérique prendra fin le 18 novembre prochain. Les travaux de la COP22 se poursuivent et la Guinée prend activement part aux activités de Marrakech, parallèlement au panel des ministres de l'Environnement. Celui des ministres de l'Agriculture aussi réfléchit sur l'agriculture intelligente face au climat en action. À ces échanges prend part la ministre guinéenne de l'Agriculture, Jacqueline Martha Sultana. La déléguée guinéenne s'est focalisée sur les méfaits potentiels du changement climatique et son impact notamment sur l'agriculture. Daouda Mohamed Kamara. Parlant justement des méfaits potentiels du changement climatique, ces impacts négatifs frappent des secteurs divers. Il s'agit notamment de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la foresterie. C'est en cela que Jacqueline Martha Sultan a passé en revue les différentes initiatives dans le cadre de l'AIC et mis l'accent sur l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. 3A en abrégé est né des initiatives africaines et a su mobiliser la majorité des pays africains pour la mise en œuvre des engagements de la COP21 tenue à Paris et faciliter l'accès des projets africains au fonds climat. Cette intervention de Jacqueline Martha Sultan a débouché sur un plaidoyer à l'attention des décideurs, partenaires techniques et financiers, des institutions de recherche, le secteur privé, des ONG et la société civile pour un soutien en faveur de l'agriculture africaine. Sachant que ces soutiens passent par des politiques harmonisées, la connaissance des meilleures pratiques adaptées localement et des investissements importants dans l'agriculture. À noter que l'agriculture intelligente, selon les panélistes, s'appuie sur la croissance, la résilience et l'atténuation. Et la Banque mondiale annonce à la COP22 son appui à l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine en faveur de 20 millions d'agriculteurs d'ici 2026.
Parlons toujours à COP22 avec cette interview de la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger accordée à nos confrères présents à Marrakech. Adja Makali Camara a abordé l'utilité de l'électrification du continent africain avec tous les enjeux de développement y afférents. Aboubakar Kondé. Parmi les points qui ont sanctionné la résolution de la COP 21 à Paris en France figure en bonne place l'électrification du continent africain où 700 millions de personnes dorment encore dans le noir. Ce projet gigantesque est confié au président guinéen Alpha Condé par ses pairs du continent. Dans cet entretien que la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a accordé à nos confrères présents à Marrakech, ce mercredi, Makali Camara a expliqué l'importance de l'électricité dans le développement d'un pays. Nous ne pourrons jamais atteindre le développement si nous ne maîtrisons pas l'énergie pour la transformation. Tout ce que nous produisons, il faut le transformer, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines. Nous avons un potentiel assez remarquable. Dans la petite, simple entreprise, industrie, nous avons besoin d'énergie, mais aussi d'ailleurs aujourd'hui, quand on prend le e-communication, quand on prend l'informatique, quand on prend l'autoroute de l'information, on a besoin d'énergie. On a vraiment besoin d'énergie pour nous développer. Ce manque de courant a drastiquement freiné l'évolution du continent africain qui pourtant dispose des ressources naturelles importantes. Une fois ce problème résolu, ce retard peut être une aubaine pour les États africains à rattraper leur retard, a souligné Adja Makali Camara. Le chef de l'État pense que, et à juste titre, que notre retard peut nous avantager parce que hier, quand il a fallu que les autres transforment mécaniquement pour arriver à l'automatisation, aujourd'hui nous avons l'automatisation, la fibre optique à notre portée, donc c'est une chance pour nous de faire la transformation. Pour la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, la Guinée ne sera pas en marge des fonds mis en place par les Nations Unies dans le cadre du financement des projets liés au changement climatique. C'est une mobilisation entière pour que nous puissions faire valoriser les projets que nous avons, que ces projets concernent les aménagements hydroélectriques qui pour nous vont être couplés à l'agriculture et à l'énergie. Donc ce sont là des grands projets auxquels nous nous intéressons et pour lesquels nous cherchons des financements et pour lesquels l'Afrique a des financements. Vous savez que l'Union européenne a promis 10 milliards aux pays africains pour 10 ans à venir. La Guinée est en train de concocter ces projets, bien évidemment, pour les financer par ces sources-là. Plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger prennent part à ces travaux de Marrakech, notamment l'ambassadeur de la Guinée aux Nations Unies et celui qui représente notre pays à Ottawa. Les membres du Front National pour la défense des droits du citoyen poursuivent leur offensive afin de recueillir le maximum de signatures contre l'accord du 12 octobre dernier. Ce mercredi, ils étaient à la mairie de Kaloum pour faire passer leur message et déposer une lettre d'information à Madame le maire. Diao Bachir pour les détails. Visiblement, les membres du Front National pour la défense des droits des citoyens ne semblent pas baisser les mains. Malgré la réponse défavorable des autorités de la commune de Kaloum pour l'organisation d'une série de sensibilisations pour la pétition, ils ont rencontré ce mercredi les citoyens à la base. Pourtant, selon Dr Ibrahima Sori Diallo, membre du Front, une correspondance avait été adressée aux autorités communales. On avait écrit à la commune une lettre d'information pour l'organisation d'une journée de sensibilisation pour la signature de notre pétition. Malheureusement, la commune s'est prononcée défavorable à notre demande. Alors, on n'a pas reçu la lettre écrite, mais la presse nous a fait, c'est-à-dire un appel téléphonique, tout en nous disant que le document se trouve à la commune. Si on pouvait, ce sont les affaires, comprendre que de nous envoyer le document. Par rapport à tout ça, malheureusement, on n'a pas eu le document. Pour le coordinateur du bloc de l'opposition constructive, l'absence des autorités communales dénote d'une mauvaise foi. On n'a pas trouvé le secrétaire général, on nous a fait comprendre qu'il a voyagé sur Maroc la nuit. Madame le maire, il est 10 heures maintenant, elle n'est pas là, son bureau est fermé. Donc on comprend qu'il y a eu une mauvaise volonté de la part des autorités. Mais comme tenu, on était venu pour l'interprétation des textes,
certainement les juristes vont expliquer cela si on avait besoin de nos réfugiés. Estimant que cette activité n'est pas de nature à troubler l'ordre public, les pétitionnaires se disent surpris de l'attitude de Madame le maire. Et d'ailleurs, Seïkou Yaya Diallo pense que cette interdiction ne vient pas seulement que de Madame le maire de Kaloum. Il y a le ministre Bourema Condé, il y a le gouverneur de la ville de Conakry, ainsi que la commune de Matoto et la commune de Kaloum, qui refusent à ce qu'on organise une campagne citoyenne de sensibilisation pour la signature de la pétition. C'est pour leur dire que cette activité, elle est légale et nous allons la faire. Nous l'avons planifiée, nous allons continuer à travailler, nous allons informer la population de Kaloum, nous allons informer la population de Matoto, de toutes les communes de Conakry, ainsi qu'à l'intérieur du pays, de l'enjeu lié à ce point de l'accord. Selon les membres du Front National pour la défense des droits des citoyens, plus d'1 million de signatures ont été recueillies. Ils comptent faire une restitution dans les jours à venir pour, disent-ils, mieux informer l'opinion nationale et internationale. Qui de l'État et des parents sont responsables du niveau des élèves? En tout cas, depuis peu, le niveau des apprenants guinéens baisse, et cela de façon considérable. Une situation qui prête aux interrogations quant à l'avenir de l'éducation dans le pays. Pendant ce temps, certains professeurs rencontrés accusent les parents et l'État qui, selon eux, ont fui leurs responsabilités. Saloum Kondé. Nous sommes dans une cour d'école. La récréation est terminée, les cours de mathématiques se poursuivent dans une classe de terminale. Cette discipline est enseignée par Pascal Maoumou depuis 7 ans. Ces dernières années, l'enseignant constate une baisse drastique du niveau des élèves. Et M. Maoumou pointe du doigt l'État qui ne soutiendrait plus les formateurs. Le niveau s'abaisse de plus en plus, mais l'État doit prendre sa disposition. Un professeur qui est là, il est mal logé, il est mal nourri. Un enfant le temps, un 20 000 francs, un 30 000, il ne peut pas fermer les yeux. Il est obligé de prendre ça pour secourir à ses besoins. Soutenir la formation des formateurs, oui, mais à cela devra aussi s'ajouter l'uniformisation des programmes d'enseignement, soutient Pascal. Le programme n'est pas uniforme, c'est-à-dire les définitions des mots. On prend un terme en physique, le terme est différent de la définition de la personne qui a eu le mot. Et cela peut amener non seulement aux élèves d'apprendre au même niveau que les autres. Tout près de cette classe se tiennent les cours de français. Face à ces élèves, l'enseignant est sur la littérature négro-africaine. Au dire de Sédou Bassouma, les parents n'assument plus la responsabilité parentale. Les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités par rapport à l'éducation des enfants. L'éducation commence dans la maison. La maman doit prendre soin de ses enfants. On doit contrôler les enfants. Quand les enfants reviennent de l'école, on doit les contrôler. Contrôler leurs devoirs. Contrôler le mouvement aussi des enfants. Cette baisse du niveau des apprenants aurait aussi pour cause, selon certains observateurs, l'attribution des notes moyennant la satisfaction d'un désir sexuel. Une situation que déplorent certains élèves. L'élève qui a ces genres d'idées en tête, les notes sexuellement transmissibles, c'est-à-dire l'élève ne va jamais apprendre. Comme si le professeur est son copain, donc l'élève ne va jamais apprendre, elle va se coucher à la maison. Donc, en pensant que mon professeur, que je travaille ou pas, il va me donner la note. Or, pendant qu'il y en a qui sont là à se tracasser, eux n'auront jamais la note. Ça, même, c'est une injustice. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, dirait l'autre. Si cette citation paraît vraie pour certains responsables, l'État doit impérieusement poser le vrai diagnostic de l'éducation guinéenne. Le système éducatif guinéen engrange de graves problèmes qui nécessitent des réflexions non politiciennes. Ces termes sont de Baouri dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus sur Chéri FM en abordant la question relative à sa participation récente à un colloque à Dakar au Sénégal. Le vice-président exclu de l'UFDG estime qu'une profonde réflexion sur le système éducatif guinéen est nécessaire pour un avenir radieux de l'école guinéenne. Décryptage Oumar Sow. Le programme de l'éducation guinéenne est en baisse depuis quelque temps. Une dégradation qui s'expliquerait selon l'ex-premier vice-président de l'UFDG par le relâchement des autorités des pouvoirs publics. Entre autres conséquences, le chômage accru des diplômés de l'enseignement supérieur. Pour Baouri, il est temps de changer la donne. Ça interpelle l'ensemble des autorités universitaires et même les autorités politiques par rapport aux stratégies pour changer la donne. Le contenu des programmes, l'adéquation
de la formation par rapport à l'évolution de l'espace économique. En d'autres termes, il y a beaucoup de questions qui sont à mes yeux plus importantes que les petites guéguerres politiciennes. Actuellement, avec la situation des universités et établissements privés, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale pense que l'État doit songer à la construction des institutions d'enseignement de grande capacité d'accueil. L'école publique, l'université publique, c'est pour accueillir le grand maximum des enfants de ce pays qui, pour la très grande majorité, n'ont pas les moyens, leurs parents n'ont pas les revenus pour leur permettre d'avoir un enseignement dans le privé ou de les envoyer à l'étranger. Donc le problème est extrêmement important et devrait susciter dans une large mesure beaucoup plus d'attention de la part des uns et des autres. Avec l'évolution des nouvelles technologies, Baouri pense qu'il y a des investissements à faire sur le numérique. Et cela du fait qu'aujourd'hui, accéder à un cours ne nécessite pas forcément la présence en classe. Avec le net, avec des cours en ligne, il y a des possibilités extrêmement importantes d'accroître le savoir, d'investir dans ce domaine pour permettre à beaucoup d'étudiants de pouvoir bénéficier d'enseignements de qualité. D'après les statistiques, en Afrique de l'Ouest, près de 60% des diplômés de l'enseignement supérieur deviennent des chômeurs. En Guinée, selon toujours Baouri, la proportion est plus grande avec l'ordre de 70 à 75%. Bientôt la tenue des journées nationales de concertation sur la culture guinéenne. Cette réflexion des acteurs de ce secteur vise à doter la Guinée d'une politique culturelle fiable. C'est une initiative du département des sports, de la culture et du patrimoine historique. Bamamadou Alpha. Dans le souci de redynamiser la culture guinéenne, le département des sports, de la culture et du patrimoine historique envisage d'organiser très prochainement des journées nationales de concertation, des échanges qui déboucheront sur la mise en place d'une politique culturelle au plan national. Une politique culturelle, c'est finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est comme de la planification. C'est un ensemble de principes opérationnels pour favoriser le développement d'un secteur donné. Et au jour donc où nous sommes, je crois qu'il est impératif qu'on songe à mettre en place une véritable politique culturelle, c'est-à-dire qui procède de la planification. Un document d'orientation qui a manqué toujours au pays selon Bandian Traoré, raison de plus pour son élaboration. Depuis la Première République, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une politique culturelle qui a procédé de la planification. C'est ça la véritable raison de faire une nouvelle politique aujourd'hui, une politique moderne, comme ça se passe dans tous les pays, dans la sous-région ou dans le monde entier. La politique culturelle, c'est de la planification. Pour rectifier le tir, le ministère en charge de la culture lance un processus participatif des acteurs du monde culturel afin de réfléchir sur de nouvelles orientations. On va démarrer par des ateliers régionaux, les chefs-lieux de régions naturelles qui correspondent aux principales aires culturelles. On va organiser là des ateliers participatifs. Dans chacun de ces ateliers, il y aura une cinquantaine de participants, constitués principalement d'acteurs culturels. Il y aura également des acteurs qu'on appelle étatiques, c'est-à-dire les personnes qui viendront de nos différentes administrations, au niveau central, au niveau déconcentré et au niveau décentralisé. Les recommandations de ces différents ateliers seront minutieusement analysées par des consultants avant l'élaboration d'un document cohérent des politiques culturelles du pays, a-t-il conclu. Au Cameroun, la colère contre la soca palme et Safakam, ce sont les plus importantes exploitations d'huile de palme du pays. Des sociétés qui comptent un certain Bolloré parmi leurs gros actionnaires. Des sociétés accusées par les salariés et les riverains de ne pas prendre en compte l'impact environnemental et social de leurs activités. Regardez. À Dizangué, ce lundi, le ramassage des travailleurs n'a pas pu se faire. L'action menée par les riverains a paralysé pour quelques heures les plantations de la Safakam, cette société productrice d'huile de palme qui grignote année après année sur les terres agricoles. Plus de 5000 hectares, une société est venue s'implanter au village, récupérer tout plus de 5000 hectares.
qu'ils utilisent. Même l'endroit pour faire les chambres de manioc, il n'y a pas. On mange quoi? On refuse l'embauche. Même le travail, il n'y a pas de travail. Depuis 2010, les pratiques de la société sont dénoncées par plusieurs associations. Déforestation, atteinte à l'espace vital et aux conditions de vie des populations locales, et normes de travail bafouées, les griefs sont nombreux. Ces expatriés nous mènent un jeu de dupes. Plusieurs fois, nous nous sommes rapprochés auprès des dirigeants de ces sociétés. Ils nous ont rejetés. Nous ne bénéficions de rien, aucun appui de Safakam. L'emploi des jeunes, il n'y en a pas. L'électricité non plus. Ces riverains estiment ne bénéficier d'aucune retombée significative, et ce, malgré les bénéfices importants réalisés par la Safakam et la Socapalm, les deux filiales du groupe belgo-luxembourgeois Socfin, dont Bolloré est actionnaire. Une nouvelle épine dans le pied du groupe français, après la catastrophe ferroviaire DCK en octobre dernier. C'était un secret de Polichinelle, un faux suspense qui est enfin levé. 7 mois après le lancement de son propre parti politique, Emmanuel Macron est entré dans la danse présidentielle. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande l'a annoncé ce matin. Il est candidat à l'Élysée. Une ambiance connue, une annonce attendue, mais qui pourrait rebattre les cartes, et à gauche et à droite. Suivez. Je suis candidat à la présidence de la République. Cette fois c'est fait, Emmanuel Macron se lance dans la course à la présidentielle française. À 38 ans, l'ancien ministre de l'économie revendique son positionnement politique, ni à gauche, ni à droite. L'enjeu n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la gauche. Il n'est pas pour moi aujourd'hui de rassembler la droite. L'enjeu est de rassembler les Français. Et pour redresser la France, l'ancien banquier propose un modèle hybride, libéral sur l'économie, fin des 35 heures, retraite à la carte et social sur la protection des plus faibles. Je veux libérer l'énergie de ceux qui peuvent. Et dans le même temps, je veux protéger les plus faibles. Emmanuel Macron coupe ainsi définitivement le cordon avec François Hollande, avec qui il était entré à l'Élysée. L'annonce de sa candidature aujourd'hui n'est d'ailleurs pas anodine. Il devance ainsi l'actuel président qui n'a toujours pas déclaré s'il se représentait ou pas. Elle intervient également à quelques jours de la primaire à droite où son discours pourrait susciter de l'intérêt. Je veux faire entrer la France dans le 21e siècle. Je veux que mon pays redresse la tête et pour cela retrouve le fil de notre histoire millénaire. Avec son mouvement En Marche, hors parti traditionnel donc, Emmanuel Macron souhaite bousculer la politique française. Les sondages, à prendre avec la distance nécessaire, le créditent d'environ 15% d'intention de vote, mais il reste du temps, beaucoup de temps, avant le premier tour le 23 avril prochain. Tout un symbole à la Grèce, berceau de la démocratie, première étape des adieux de Barack Obama. Depuis hier, le président des États-Unis est à Athènes, dernier déplacement sur le vieux continent de celui qui donnera les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump en janvier prochain. Et justement, Barack Obama a appelé ses partenaires européens à faire preuve d'unité. Regardez. Le symbole de la démocratie pour décor, Barack Obama sur les traces d'Aristote et de Platon ce matin. La Grèce où il a délivré plusieurs messages importants pour ses adieux à la scène politique mondiale. Et tout d'abord, des remerciements à ses hôtes. Je veux remercier publiquement le peuple grec pour sa réponse à la crise de tous ces migrants et réfugiés venant en Europe pour être en sécurité. Les Grecs, surtout ceux dans les îles, ont fait preuve d'une compassion extraordinaire et ont mérité l'admiration du monde. Un message assorti de félicitations sur la résilience des Grecs face à l'austérité qui n'a pas convaincu tout le monde. Avec de violentes manifestations à Athènes hier soir, environ 7000 personnes rassemblées pour protester contre l'impérialisme américain et contre l'austérité imposée par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Mais Obama avait aussi un message à destination de l'Europe, à quelques mois de votes cruciaux en France et en Allemagne, avec un silence empreint de gravité. Nous allons devoir nous prémunir contre la montée d'une sorte
de nationalisme sommaire, d'identité ethnique ou de tribalisme construit autour de la notion de nous et eux. Aux dirigeants européens qu'il doit rencontrer demain à Berlin, Obama dira également à quel point il est important de préserver le socle des relations transatlantiques, avec l'inconnu majeur que fait planer le nouveau locataire de la Maison-Blanche. En Indonésie, le gouverneur de Jakarta, accusé de blasphème, de confession chrétienne, il a déclenché la colère dans ce pays à majorité musulmane en contestant l'interprétation d'un verset du livre saint. Il devra s'expliquer devant la justice. Suivez. L'affaire avait provoqué une immense vague de protestations, des dizaines de milliers d'Indonésiens dans les rues de Jakarta et une manifestation qui dégénère. C'était le 4 novembre dernier. L'objet de leur colère, le gouverneur de la ville, Basuki Cahayapurnama, accusé de blasphème envers l'islam. La police indonésienne a donc décidé de l'inculper et de lui demander de s'expliquer devant la justice. Nous allons porter cette affaire devant la Cour de justice. Le peuple indonésien sera témoin du processus juridique. Il devra l'accepter et le respecter, quelle qu'en soit la conclusion finale. Basuki Cahayapurnama, alias Ahok, est connu pour son franc-parler. Chrétien d'origine chinoise, il gouverne la capitale depuis près de 2 ans. En septembre dernier, il a contredit l'interprétation par certains théologiens de l'islam, selon laquelle un musulman ne devait élire qu'un dirigeant musulman. Ahok avait présenté ses excuses. Aujourd'hui, il accepte la décision de la police. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de mon cas, non, mais plutôt de déterminer la direction qu'emprunte ce pays, car nous croyons que tout le monde est égal et peut être poursuivi. Je remercie la police de traiter l'affaire et je pense que c'est un bon exemple de démocratie. Ahok avait décidé de se présenter à sa propre succession en février prochain, mais s'il est jugé coupable, il peut encourir jusqu'à 5 ans de prison. Un mot de sport pour finir ce journal suite à la double défaite du Style national de Guinée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a tenu une réunion de crise ce mardi au département. Une rencontre au cours de laquelle la clarification du contrat du sélectionneur, les contre-performances de l'équipe ont entre autres fait objet de débat. Le compte rendu est signé et Moussa Sefa Kamara. Cette rencontre a permis aux acteurs du football guinéen de faire un diagnostic de cette discipline et tirer des conclusions. Mécontent de la dérive de l'équipe nationale dès l'entame de la Coupe du Monde Russie 2018, le département a voulu placer la barre plus haut. Nous partions pour une dissolution pure et simple de l'équipe nationale et un retrait momentané de la Guinée des joutes internationales. Une position personnelle vite changée par la majorité autour des tables, mais les mesures drastiques ne manquent pas pour assainir le football guinéen. C'est une refondation totale de l'équipe nationale, mais cette fois-ci adossée sur une ossature locale. J'ai évalué aujourd'hui notre contrat avec l'entraîneur. Donc, la mise en place d'un comité qui va faire un état des lieux de notre sport. Concernant la mauvaise organisation du match Guinée-RDC, le dépassement du nombre de spectateurs prévus dans le stade et la hausse anarchique des prix des billets, le ministre prévoit des sanctions disciplinaires. Soit il y a eu plus de billets émis qu'il n'en fallait, ou il y a eu un recyclage de billets. Et s'il y a eu un recyclage de billets, il faut que nous sanctionnons conformément à ce que cela se doit, conformément aux aspirations de notre peuple. À en croire le ministre Siakabari, toutes les conditions sont créées pour que l'équipe fasse un bon résultat. Maintenant, la balle est dans le camp de Kamforilape Bangoura et ses poulains, qui d'ailleurs se trouvent sur une pente glissante. C'est cet élément sport qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'attention. Je vous retrouve demain à partir de 20 h sur Africa Today. Au revoir.